Bonsoir et bonjour à tous. Je suis Deborah Brottingham, la directrice de SAIS-CARI, l'initiative de recherche Chine-Afrique à Johns Hopkins SAIS. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue pour le tout premier webinaire CARI en langue française. Je suis ravie de vous à l'occasion du lancement du Policy Brief de notre collègue Thierry Perrault. Nous évoquerons aujourd'hui la question des coopérations entrepreneuriales franco-chinoises en Afrique. Pour aborder ce sujet passionnant, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Thierry Perrault ainsi que deux experts du monde de l'entreprise, messieurs Jérémy Rubel et Amadou Sy. C'est un véritable plaisir de les recevoir aujourd'hui. Je vous souhaite un échange très enrichissant et passe la parole à Marie Foster pour les présentations. Merci. Bienvenue pour ce premier webinaire CARI en langue française. Comme mentionné par la professeure Brottingham, nous évoquons aujourd'hui les coopérations entrepreneuriales franco-chinoises en Afrique. Je suis Marie Foster, la coordinatrice de programme de CARI. Je jouerai aujourd'hui le rôle de modératrice. Notre webinaire aujourd'hui sera plutôt court, seulement 45 minutes. Nous aurons d'abord les présentations de nos intervenants. Ils ont 10 minutes chacun pour nous faire part de leurs remarques. Nous commencerons par le professeur Perrault qui nous présentera son récent Policy Brief publié par CARI sur le sujet, suivi de messieurs Rubel et Sy qui nous feront part de leurs réflexions et de leur expérience professionnelle. Après les présentations, nous aurons 10 à 15 minutes pour répondre aux questions éventuelles de l'auditoire. N'hésitez pas à les poser à tout moment dans la section Q&A de Zoom qui est normalement située en bas de votre écran. Merci aussi de bien vouloir préciser pour chaque question à qui elle est destinée. Veuillez noter par ailleurs que les biographies de nos intervenants du jour sont disponibles sur notre site internet, dont je posterai le lien dans la section chat d'ici quelques secondes. Sachez que cet événement est enregistré. L'enregistrement sera mis à disposition de tous sur notre site internet dans les jours à venir. Sans plus tarder, commençons donc par la présentation du professeur Perrault. Thierry Perrault est socio-économiste et sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et au Centre de recherche sur la Chine moderne et contemporaine de l'EHESS, où il co-organise et dirige un séminaire sur les présences chinoises en Afrique et en Amérique latine et Caraïbes, et un autre sur les nouvelles territorialités entre l'Afrique et l'Asie. Monsieur le professeur, à vous la parole. Bonjour, merci Marie de me passer la parole. Je voudrais commencer par remercier Deborah Brottingham qui a suggéré d'organiser et d'accueillir ce séminaire à l'occasion d'un petit texte que j'ai rédigé. Bien entendu, Marie, je vous remercie aussi parce que vous avez assuré le suivi et qu'aujourd'hui, vous tenez le rôle de modératrice. Je veux également dire combien je suis honoré de voir Jérémy Rubel et Amadou Sy qui ont accepté de faire part de leurs expériences pour illustrer ces coopérations entrepreneuriales franco-chinoises en Afrique. Alors, ces coopérations ont été le plus souvent ignorées ou rapportées de manière biaisée, comme tous les thèmes relatifs aux relations africano-chinoises. Lorsqu'on parle de ces relations, c'est en général pour souligner que les pays développés, les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales ont perdu des parts de marché. Mais on oublie dans le même temps que ces pays, par exemple, ont vu le volume de leurs échanges augmenter. Si nous prenons l'exemple de l'Union européenne, pour prendre des ensembles comparables d'un point de vue économique à la Chine, alors que ces 10 dernières années, le volume du commerce entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 150 milliards de dollars, celui de l'Union européenne avec l'Afrique a augmenté de 220 milliards de dollars. Alors, est-ce que l'on devrait conclure que la concurrence de la Chine s'est exercée au détriment de l'Union européenne pour 150 milliards de dollars? Non, parce que les échanges, que ce soit ceux de la Chine ou que ce soit ceux de l'Union européenne, sont tous des échanges très spécialisés. Et que d'autre part, de nombreux produits fabriqués en Chine et exportés à travers le monde, y compris l'Afrique, l'ont été pour le compte d'entreprises occidentales. Cette complexité apparaît de la même façon quand on aborde les questions des coopérations. La première fois que j'ai atterri à l'aéroport de Maya Maya à Brazzaville, c'était en 2011. Mon collègue congolais qui était venu m'accueillir
m'a informé avec un malin plaisir que l'aéroport était l'œuvre de la Chine. À l'époque, je commençais juste à m'intéresser aux relations africano-chinoises. Je n'ai donc pas été étonné dans la mesure où tout le monde croyait à ce moment-là que les entreprises chinoises avaient chassé les entreprises françaises d'Afrique francophone. Peu de temps après, j'ai appris que ce n'était pas une entreprise chinoise qui avait construit l'aéroport, mais qu'une entreprise chinoise avait construit l'aérogare, le terminal, sous la tutelle d'un cabinet d'ingénierie français qui s'appelait BCEM. J'ai également appris que les parties techniques, les chaussées aéroportuaires avaient été confiées à Vinci, avec le concours de la Socotec, un autre cabinet d'ingénierie français. Quant à la gestion de l'aéroport, il avait été confié à Aegis, qui appartient à 75% à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, un certain recul s'imposait donc pour apprécier le rôle effectif des entreprises chinoises et de leurs relations avec les entreprises françaises. Alors, par la suite, je me suis aperçu que ce genre d'appairage était quelque chose qui était évidemment tout à fait banal et tout à fait courant. On le retrouve par exemple dans le cas de la Grande Mosquée d'Alger. Une entreprise chinoise, la CSCEC, est chargée de la construction, mais selon les plans d'un architecte allemand et en suivant les directives et le contrôle d'un cabinet d'ingénierie français, toujours Aegis dont je parlais tout à l'heure, hein, et que l'entreprise chinoise elle-même allait solliciter un autre cabinet d'ingénierie pour construire la mosquée, la Socotec dont je vous ai déjà parlé. Et c'est sans compter tous les sous-traitants français que la CSCEC avec lesquels il a dû travailler pour pouvoir satisfaire son cahier des charges. Alors, à l'inverse, au lieu de trouver comme du côté de l'ingénierie des Chinois, des Français, on va trouver aussi parfois des Chinois. C'est le cas du barrage de Soubray en Côte d'Ivoire, où la Sinohydro a servi de cabinet d'ingénierie pour une entreprise de travaux publics française, la Tractebel, et on a installé dans ce barrage des turbines construites par Alstom Chine. Alors, ces coopérations, dans ce type de formule, disons qu'elles sont fortuites ou informelles dans la mesure où elles résultent de décisions qui sont d'abord celles des gouvernements africains et non celles des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que les gouvernements africains cherchent à allier à la fois faible coût, rapidité d'exécution, mais aussi garantie technique. Alors, c'est essentiellement ce genre de coopération que l'on va relever entre, mettons, 2000 et 2015, tandis qu'aujourd'hui se font jour, en revanche, de véritables partenariats qui sont souvent décidés par les entreprises, le plus souvent en amont d'un projet, antérieurement à un projet. Alors là, je prendrai l'exemple du transport maritime et du partenariat qui s'est établi entre la CMA-CGM et China Port. En fait, on se trouve dans un problème qui n'est pas un problème africain, qui est un problème mondial, le coût du transport maritime. Et comme le transport maritime devient de moins en moins rentable, il faut donc s'annexer à un certain nombre d'autres activités plus rentables, comme la gestion des terminaux portuaires. Mais la gestion des terminaux portuaires, pour pouvoir effectivement rentabiliser cette activité, il faut qu'ils soient nombreux. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir investi 50% du montant du capital d'un terminal et en avoir, mettons, 6, d'avoir investi 100% dans 3. Et donc, c'est la raison du mariage ou de l'alliance ou du partenariat établi entre CMA, CGM et China Port. Aujourd'hui, China Port se partage en Afrique les terminaux portuaires dont disposait la CMA, CGM, mais dans le même temps, la China Port fait du lobbying pour CMA-CGM, que ce soit à Djibouti, où d'ailleurs la CMA-CGM était depuis 1895, ou que ce soit à Lomé, ou bien alors dans l'accès au port de l'Eki qui va être géré dans l'avenir par CMA-CGM. On peut retrouver des schémas un peu différents dans le cas, par exemple, du port de Kribi, où vous avez aussi la CMA-CGM, mais aussi Bolloré, et une entreprise qui est la CHEC, une entreprise spécialisés dans la construction des ports, qui vont collaborer sur un projet et qui ont été amenés à se marier, à s'allier avant même que le marché soit attribué. Alors, ça est évident que ça fait partie des formes
disons, que je pourrais qualifier de nouvelles, hein, et qui pourraient s'étendre, mais il y a aussi d'autres formes qui sont à l'œuvre, par exemple au Maroc, hein, dans le cadre des zones économiques spéciales marocaines, où se sont installées un certain nombre d'entreprises françaises, mais aussi américaines et d'autres, qui se sont relocalisées, qui étaient installées en Chine, mais qui se sont en partie relocalisées au Maroc. Et elles arrivent au Maroc avec leurs sous-traitants chinois. Et ces sous-traitants chinois, je pense entre autres à l'entreprise de climatisation qui travaille pour le sous-traitant de Peugeot, qui a bénéficié d'un prêt de la BNP Maroc pour s'installer, parce que cette entreprise a comme banque la banque de Nankin, qui est une filiale à 49% de la BNP. Alors donc, vous avez ici un paysage qui est un paysage très, très complexe, dans lequel vous avez une multitude de relations qui s'établissent, qui fait qu'on ne se trouve en fait jamais avec une entreprise chinoise qui est en opposition directe avec une entreprise française, mais avec des réseaux plus ou moins immédiatement visibles de relations, qu'elles soient formelles ou informelles. Alors là-dedans, et je terminerai là-dessus, si j'ai encore le temps, hein, il faut en venir à la coopération officielle, dirons-nous, franco-chinoise en marché tiers en Afrique. Elle a été décrétée en 2013, je dis bien décrétée, par Xi Jinping lors d'une rencontre avec François Hollande. Il a fallu 2 ans pour réussir à aboutir à un accord, et cet accord, c'est pour la création d'un fonds. Ce fonds, les Chinois le voulaient de 10 milliards, finalement il a été réduit à 2 milliards, ce qui montre l'enthousiasme du côté français. Cet enthousiasme du côté français a également été manifesté, je dirais, par Pierre Gattaz, le responsable du MEDEF, qui n'en voyait absolument pas, et en des termes moins équivoques, l'intérêt pour les entreprises. Il est vrai que si les entreprises peuvent se débrouiller par elles-mêmes, ce type de coopération ne sert pas à grand-chose. Et en 2020, c'est en juillet de cette année, il y a eu le 7e sommet franco-chinois de haut niveau qui a discuté de ces questions économiques, et les gens se sont tellement bien entendus qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel à la sortie, sauf un document rédigé en anglais, très vraisemblablement par les Chinois, dans lequel on remarque qu'il serait bien que la France fasse un effort pour pour coopérer avec la Chine en Afrique. Donc, vous voyez, vous avez à la fois d'un côté un aspect strictement politique qui ne fonctionne pas très bien, mais de l'autre côté, vous avez des coopérations commerciales, économiques qui prolifèrent sans qu'on se rende compte toujours de façon très nette, mais qui sont très certainement l'élément le plus solide. Je vous remercie. Allô? Allô? C'est pas possible. Oui, on va. Je parlais dans le vide, là? We'll just switch over to the next person. Actually, Pedro, would you mind just turning my camera on for a quick second? Merci. Merci, monsieur le professeur, pour cette présentation très claire et intéressante. Nous allons maintenant passer la parole à Jérémy Rubel. Donc, monsieur Rubel mène depuis plus de 15 ans le développement de partenariats stratégiques entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, au service du cabinet d'études techniques CETEC, il a une très grande expérience professionnelle dans les projets d'infrastructure, en particulier sur le continent africain. Monsieur Rubel, à vous. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, Marie, et merci beaucoup de votre accueil. Donc, je vais commencer directement en abordant un exemple justement de ce que Thierry Perrault décrivait comme les différentes formes que peuvent prendre des coopérations entre des entreprises chinoises et des entreprises tierces, françaises entre autres, notamment en Afrique. Et donc, je vais prendre un cas pour illustrer un cas concret d'un projet au Sénégal qui concerne la construction de la première ligne de BRT de Dakar. Donc, simplement, un BRT, c'est quoi? C'est un projet d'infrastructure et d'urbanisme avant tout. C'est un peu à mi-chemin entre un projet de bus classique et un projet de métro, avec donc une voie dédiée, une infrastructure, une route dédiée, des stations, des systèmes qui permettent le contrôle d'accès, la billettique, la géolocalisation des bus. Donc, il y a tout ça dans un BRT. Et effectivement, c'est un projet de transport qui a besoin d'être exploité et d'avoir des véhicules, donc des bus. Donc, dans le cas du BRT de Dakar, le choix du gouvernement sénégalais est d'aller pour du bus électrique.
Et donc ce projet de BRT, aujourd'hui, est organisé sous la forme d'un PPP, avec donc une partie infrastructure sous financement de la Banque mondiale, et donc une partie financée par le secteur privé qui concerne l'exploitation et la fourniture des bus. Donc l'exploitation, c'est le métier de faire tourner le système de transport. Tout ça sous l'autorité du gouvernement sénégalais à travers l'autorité des transports, le CETUD. Donc en 2009, CRBC a gagné l'appel d'offres de la Banque mondiale devant une quinzaine de soumissionnaires, incluant donc 5 Chinois, et une entreprise française, Vinci, qui est arrivée juste derrière à 5%, à pas grand-chose. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a les Chinois donc, gagnent des projets sous financement chinois, évidemment, mais ils en gagnent aussi beaucoup sous des financements tiers, et montrer qu'aujourd'hui, c'est un écosystème très international, hein, ce genre d'appel d'offres. Donc, également, sur la droite, vous avez la photo de M. Shen Chifang, qui est le représentant de CRBC au Sénégal, parce que donc CRBC a gagné cet appel d'offres, mais était déjà présent au Sénégal, notamment pour la construction d'un projet très politique et avec une très grande visibilité, qui était l'autoroute pour amener à Touba. Et la photo qui est montrée ici est extraite d'une interview qui était donnée par ce représentant de CRBC, et qui donc a un visage très sympathique et une personne très sympathique que j'ai rencontrée, et donc qui n'hésite pas à communiquer, hein, ce qui est un petit peu nouveau pour cette entreprise chinoise, communiquer par un français parfait. Et donc c'est quelqu'un qui est la gestion quotidienne de ce projet. À noter que ce projet pour CRBC, en fait, pour l'écosystème chinois, sera, et ça peut paraître surprenant, ne sera que le second projet de transport urbain structurant en Afrique. C'est-à-dire que les Chinois ont, avec du financement chinois et une offre totalement chinoise, réalisé le tramway d'Addis Abeba. Mais en fait, il n'y a pas d'autres projets aujourd'hui en Afrique, que ce soit subsaharienne ou Afrique du Nord, de projets d'infrastructure structurante contre les Chinois. Également, on fait à noter, CRBC, jusqu'à l'année précédente, l'attribution du projet, était en fait blacklisté par la Banque mondiale pour d'autres histoires qui s'étaient passées en Philippines ou au Sri Lanka. Donc, comme je parlais tout à l'heure, il y a infrastructure et système. Donc, CRBC est non seulement responsable de l'infrastructure, mais aussi des systèmes. Donc là, je vais faire un focus sur les systèmes pour montrer que, du coup, en répondant à l'appel d'offres de la Banque mondiale, CRBC s'inscrit dans un écosystème qu'elle ne contrôle pas autant qu'elle contrôlerait un écosystème de pur financement chinois, où la conception du projet était donc faite par des ingénieries françaises, qui ont mis dans les appels d'offres, donc dans les demandes faites à CRBC en termes de fourniture future, des normes européennes au niveau des systèmes technologiques. L'appel d'offres a lui-même été évalué par un cabinet freelance brésilien, et la supervision des travaux d'infrastructure, mais aussi des systèmes, sera sous la responsabilité de Systra. Et la question de savoir, c'est est-ce que CRBC va jouer le jeu de ces normes extérieures, de ces normes européennes, à quel point ils vont peut-être demain également pousser des normes chinoises plus généralement, tout à l'heure, donc, qui pourrait être demain une stratégie plus systématique sur les transports publics en Afrique. Donc également, pour montrer ce type de coopération, toujours sur les systèmes, CRBC a décidé notamment de sous-traiter une bonne partie des systèmes à une entreprise française, Fareco, notamment liée probablement à la bonne connaissance des normes demandées par rapport à ce système de feu tricolore, mais aussi probablement parce que j'imagine que Fareco produit en Chine et donc doit être assez compétitif et doit être compatible. Par contre, sur la billettique, qui est un système qui est stratégique en termes de mobilité, là, ils ont fait le choix d'une entreprise chinoise qui a peu de références aujourd'hui dans le domaine, et si elle était le fournisseur de ce projet en Afrique, ce serait également la première fois que l'entreprise chinoise pénétrerait le marché africain pour fournir des solutions comme ça de technologie digitale sur la billettique. Donc l'autre volet intéressant dans un projet de BRT, parce que c'est une infrastructure qui est construite, des systèmes, mais également donc, des véhicules, des bus, et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est la capacité d'exploiter, de mettre en place, de rentabiliser cette infrastructure par la suite. Et donc, actuellement, 2 consortiums européens sont en concurrence, donc consortiums qui doivent promettre demain d'assurer l'exploitation, et également qui doivent choisir des fournisseurs de bus. Donc, le gouvernement sénégalais a choisi le bus électrique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix qui a été fait de fournisseur, mais les Chinois étant tellement en avance aujourd'hui sur les technologies de mobilité de bus électriques, qu'il est fort probable que ce soit demain des équipements chinois. Mais bon, l'avenir le dira. Et donc, pour résumer, finalement, l'offre chinoise dans les transports publics est de plus en plus pertinente, avec des capacités de financement historiques et une force
sans pareil en Afrique dans le domaine des infrastructures, mais également des systèmes sous des normes chinoises qui sont très performants en Chine et qui pourraient convaincre sur des marchés émergents et voire plus. Du matériel roulant, comme je disais tout à l'heure, notamment sur le bus électrique, qui est aujourd'hui une orientation qui va être supportée notamment par la Banque mondiale, mais en fait par tous les grands bailleurs de fonds internationaux pour faire des transitions de flotte décarbonées en Afrique. Et le dernier volet, qui est le volet le plus différenciant par rapport à ce que les Chinois savent faire en Afrique historiquement, qui est de la fourniture, c'est le volet d'opération, d'exploitation d'une infrastructure construite sur place et donc d'un engagement à rester sur 5, 10, 20 ans dans un pays à la suite de construction. Donc c'est valable pour le transport, mais pour le secteur. Et aussi, les Chinois commencent aujourd'hui à positionner une offre chinoise sur l'exploitation internationale d'appel d'offres et donc d'exploitation. Avec nous des acteurs comme Shenzhen Bus, qui sont officiellement mandatés par le gouvernement chinois pour porter cette expertise dans le transport public, mais donc qui tirent derrière elle l'expertise dans le bus électrique et dans le digital. Et donc, aujourd'hui, il existe encore différentes formes. De toute façon, il y aura différents types de projets en fonction des financements. Et on pourra avoir des projets où il y aura des offres 100% chinoises, mais aussi des offres de projets avec financement chinois, mais avec des partenaires, des sous-traitants français ou étrangers. Toutes les configurations, en réalité, seront possibles sur le marché. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'ai encore un petit peu de temps, je vois. OK. Oui, si vous avez encore quelques commentaires, il vous reste 2 minutes à peu près, si vous voulez. Sinon, on peut passer la parole à Monsieur Si. Passons la parole, comme ça on aura un petit peu de temps plus tard. On garde de la main. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces éléments très, très pertinents. Donc nous allons finir par l'intervention de Monsieur Amadou Si. Monsieur Si est un passionné d'infrastructure qui possède une expertise politique, technique et financière appliquée à des projets d'infrastructure et d'énergie de grande envergure. Il a plus d'une décennie d'expérience au niveau international dans le domaine de la préparation de projets d'infrastructure et de conseil en gestion. Monsieur Si, à vous la parole. Merci Marie pour cette introduction. Je remercie également le CARI de me donner l'opportunité de faire un peu ce retour d'expérience. Hein. C'est vraiment un retour d'expérience sur mes 10 dernières années passées sur le continent à collaborer avec des entreprises de tous horizons et notamment des entreprises chinoises. Donc je vais présenter ça un peu en 3 phases. Une première phase vraiment où c'est de la prestation de services pour des entreprises chinoises. Et ensuite, une deuxième phase où c'est plutôt de l'accompagnement. Et enfin, une phase où je suis plutôt intervenu en tant que maître d'ouvrage et en interagissant directement avec des entreprises chinoises. Donc ma première phrase, elle remonte à une époque où je suis beaucoup intervenu au Congo pour le compte d'une grande entreprise française qui s'appelle Aegis et qui a très tôt cherché à nouer des partenariats stratégiques avec des entreprises chinoises pour une raison évidente en fait. On passait un certain temps à les contrôler en tant que maître d'œuvre sur les travaux qui étaient lancés en financement public par un certain nombre d'États africains. Donc on avait en face des entreprises chinoises avec lesquelles on avait des difficultés de communication, on avait des difficultés de compréhension, mais on sentait quand même une certaine capacité à mener des travaux de très grande envergure et avec parfois de la qualité. Donc, de fil en aiguille, on a noué des contacts assez forts, notamment au Congo, et on a développé une stratégie en se disant, voilà, il faut absolument qu'on se rapproche des entreprises chinoises à la fois pour mieux les connaître, mais aussi pour pouvoir aborder le business d'une autre manière et pouvoir éventuellement se positionner en prestataire de services pour elles, puisqu'effectivement, on avait l'habitude de travailler avec des historiques français, Bouygues, Vinci, Eiffage, mais on avait énormément de difficultés à collaborer avec les entreprises chinoises. Donc, on a commencé par recruter 3 ingénieurs chinois, ingénieurs qui ont une double formation, donc formation à la fois en Chine de très haut niveau et formation en Europe, en France, donc des ingénieurs qui sont parfaitement bilingues, qui comprennent les 2 cultures. Donc, une de ces ingénieurs a été envoyée à Beijing
basée à Beijing pour faire beaucoup de business développement et présenter l'entreprise aux entreprises chinoises. Une autre est restée à Paris pour travailler au sein du bureau d'études et piloter les études qu'on arrivait à récolter en interaction avec les entreprises chinoises. Et le troisième a été envoyé au Congo, justement sur les sites des travaux pour pouvoir justement discuter directement avec le management des entreprises chinoises avec lesquelles nous avons travaillé. Cette collaboration nous a permis de nous rapprocher d'entreprises chinoises avec lesquelles nous avons par la suite signé un accord de partenariat stratégique à Beijing, notamment couvrant à la fois du développement d'affaires en Afrique, mais aussi de la prestation de services. Et donc ensuite, nous avons fait des partenariats communs sur des opérations en Afrique pour lesquelles nous avons directement travaillé pour cette entreprise chinoise et non plus pour l'État, ce qui pour un cabinet de conseil est quand même assez confortable puisque ça nous a permis de sécuriser quand même des prestations à la fois de qualité et assez bien rémunérées. Donc voilà un peu la transition, si vous voulez, qui a été faite au sein de ce cabinet et qui perdure encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts qui ont été noués. Et en fait, dans notre relation avec ces entreprises, ce que l'on avait clairement perçu à l'époque, c'est qu'il y avait une volonté de pouvoir répondre correctement aux besoins des clients. On sentait une volonté côté des entreprises chinoises qui avaient énormément de qualité, énormément de volonté, mais qui avaient aussi ce besoin de passer un cap. Ils n'avaient pas la structure normative française en tête, ils n'utilisaient pas du tout les normes françaises, ils ne connaissaient pas du tout l'environnement contractuel de ce type de contrat, et c'est ce qu'on leur a apporté en fait. On leur a permis de passer ce cap et ce partenariat leur a permis de pouvoir se positionner sur des projets de beaucoup plus grande envergure sur cette zone de l'Afrique centrale. Ensuite, à partir des années 2014-2015, j'ai personnellement senti un peu un changement de paradigme côté chinois, une ouverture un peu plus forte à la compétition avec l'arrivée de nouveaux acteurs, d'acteurs un peu plus privés. Donc, à ce moment-là, j'intervenais en tant que conseil financier, conseiller en stratégie. Et effectivement, depuis Paris, j'avais noué des contacts avec mes collègues basés en Chine, puisque je travaille pour un grand cabinet qui s'appelle Deloitte. Et par l'intermédiaire de ces contacts, beaucoup d'entreprises chinoises désireuses de s'implanter en Afrique nous ont contactés, à la fois pour des missions classiques, je dirais, d'études de marché et d'appui à l'installation d'une filiale, mais également pour de la structuration financière de projets complexes. Et ça, c'était très nouveau. C'est-à-dire qu'initialement, j'avais eu l'habitude de voir des projets Exim Bank China avec un financement un peu opaque. Là, je peux vous dire que j'ai eu l'accès vraiment à la documentation financière Exim Bank, à comprendre, à les aider à structurer ce type de financement complexe sur l'Afrique. Et clairement, le switch que j'ai pu sentir à cette période-là, c'est vraiment un switch de mentalité et une approche beaucoup plus compétitive entre les entreprises chinoises, parce qu'en fait, dans la phase précédente, ce que je sentais de l'extérieur, c'est que vraiment les entreprises avaient des zones déterminées et c'était attribué de manière claire. J'ai beaucoup échangé et j'échange toujours beaucoup avec les différentes missions économiques chinoises, les représentants des missions économiques chinoises, et même avec ces intervenants, bien évidemment, j'ai senti vraiment ce switch, puisque avant, quand on discutait avec eux, on disait voilà, vous avez telle société qui va venir pour faire tel projet, il n'y a pas de discussion possible. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Ce qui m'amène d'ailleurs à la troisième phase où j'ai eu en tant qu'investisseur à lancer un certain nombre d'appels d'offres où on appelle à la concurrence de manière tout à fait transparente pour pouvoir offrir le meilleur à nos partenaires qui sont les États. Et donc, on cherche les meilleurs partenaires à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie financière. Et sur les derniers appels d'offres que nous avons lancés en Afrique, deux ont été remportés par des entreprises chinoises, dont un tout récemment au Gabon par Sinohydro. Nous venons tout juste de signer le contrat d'EPC. C'est une véritable réussite pour ces entreprises parce qu'en fait, dans le domaine du financement de projets et de la manière dont nos projets sont structurés, la barrière d'entrée est très haute. La barrière d'entrée est tellement haute que pendant des années, les entreprises chinoises n'avaient absolument aucune chance de pouvoir remporter ce type d'appel d'offres. Et maintenant, ils arrivent à s'imposer sur des appels d'offres à forte technologie, très complexes et qui demandent une capacité technique et financière très importante.
Et donc, ces entreprises, maintenant, ont la capacité d'entrer en concurrence avec les entreprises internationales et à se positionner. Donc, nous, on a mené des rounds de négociations assez intenses avec ces entreprises, avec des personnes de très haut niveau, et ils nous apportent une technologie, un gain technologique très important pour l'Afrique. C'est le cas sur le Gabon, c'est le cas également sur l'Éthiopie, où nous avons un projet de géothermie avec du drilling extrêmement complexe à forte profondeur, et où effectivement la technologie chinoise est également mise en avant et a remporté l'appel d'offres. Et je conclurai un peu sur le même projet qu'a présenté Jérémy. Effectivement, le BRT de Dakar est un projet assez emblématique, puisqu'il y a une volonté d'amener un projet électrique avec une technologie de pointe. Et enfin, à ma grande surprise, je dirais à ma grande surprise, mais les entreprises chinoises se sont encore révélées être à la pointe de la technologie et être capables d'interagir avec des acteurs internationaux. C'est-à-dire que dans nos discussions avec nos partenaires techniques, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Afrique ou en France, ces entreprises sont au même niveau et apportent une technologie et un gain technologique, ce qui est vraiment nouveau par rapport à ce que j'expliquais initialement, la première phase, et ce qui a été très bien décrit par le professeur Perrault. Et c'est vraiment ce retour d'expérience que je souhaite faire passer, parce que de par mes nombreux voyages à travers le continent, et j'ai souvent eu à échanger avec des personnes qui me disent non, les entreprises chinoises ne sont pas au niveau, ne font pas de la qualité. C'est totalement faux en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Les entreprises chinoises actuellement, de mon expérience en tout cas, sont tout à fait au niveau pour les meilleurs, et elles savent apporter ce qui est requis pour apporter du développement en Afrique, c'est-à-dire un gain technologique important. Et c'est vraiment ça qu'on regarde. Sur des financements de projets, comme je l'avais dit, les barrières d'entrée sont très élevées, et maintenant, ces barrières d'entrée sont tombées pour un certain nombre d'entreprises chinoises, ce qui est vraiment quelque chose de nouveau, et qui rejoint également ce que disait Jérémy sur le fait qu'une entreprise comme CRBC était en capacité de remporter un appel d'offres Banque mondiale pour le BRT de Dakar. Donc, voilà un peu ce retour d'expérience globale sur mes 10 dernières années de pratique, et je suis prêt à répondre à l'ensemble des questions qui me seront soumises. Merci beaucoup, Monsieur Sy. Merci, Marie. Donc, merci encore à nos 3 intervenants pour leurs remarques très enrichissantes. Nous avons une petite dizaine de minutes maintenant pour des questions-réponses. N'hésitez pas encore à poser vos questions donc dans la fonction Q&A en bas de votre écran Zoom. J'aimerais d'abord peut-être moi-même poser une petite question aux 3 intervenants aujourd'hui par rapport à la perception en fait, de cette coopération et de cette concurrence. Enfin, c'est à la fois une coopération et une concurrence, on l'a bien compris, entre les entités chinoises et entités françaises par les pays africains eux-mêmes. Donc, quelles sont les attitudes des gouvernements français vis-à-vis de leurs partenaires chinois versus leurs partenaires français? La perception, voilà, vraiment, est-ce que c'est plutôt négatif, positif? Est-ce que ça évolue donc, j'ai bien cru comprendre que la situation change, et je me demande si les perceptions évoluent aussi. Voilà. Je pense que ça s'applique plutôt aux 3. Je ne sais pas si vous voulez répondre dans un ordre particulier, ou peut-être professeur Perrault d'abord, peut-être. Oui, volontiers. Je suis bon. Disons que, comme je soulignais tout à l'heure, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect politique et l'aspect économique. Et ce que l'on voit très clairement du côté des entreprises françaises, c'est qu'elles ne souhaitent pas spécifiquement être soutenues politiquement. Et j'aurais tendance à dire que s'il y a eu un échec de cette coopération officielle entre la France et la Chine, c'est précisément parce qu'il y a une mécompréhension de la part des gouvernements chinois de ce que peut effectivement faire les entreprises françaises, le gouvernement français, dans ses rapports avec les entreprises françaises. D'abord, il n'y a plus aujourd'hui de politique économique à proprement parler à destination de l'Afrique, et il n'y en a pas non plus au niveau européen. Ça va peut-être revenir. Hein. Bon. Donc, en fait, les actions, ce sont des actions qui sont des actions politiques ou des actions qui sont excessivement ciblées, comme toutes les actions qui apparaissent dans la liste de l'AFD. Les opérations de l'AFD, ce sont des opérations très
particulières et qui ont des incidences économiques, mais qui ne sont pas des incidences économiques immédiates. C'est-à-dire qu'on va s'occuper, dirons-nous, de soutenir l'autonomie des femmes, etc. C'est-à-dire que ça aura une conséquence, mais pas dans l'immédiat. On n'est pas du tout sur le même type de rapport. Or, le fait même que l'approche française soit une approche différente de l'approche chinoise faisait que cette coopération officielle ne pouvait pas fonctionner. Et dans le même temps, comme on a pu le voir à travers les 3 exposés, chacun a montré qu'il y avait quelque chose de très vivant, de très actif, et que les entreprises, d'une façon ou d'une autre, se trouvaient, collaboraient, se concurrençaient et fonctionnaient. Donc, disons qu'ici, je ne pense pas que le facteur gouvernement du côté français soit l'élément important. En revanche, du côté chinois ou du côté africain, les choses peuvent être relativement différentes. Du côté chinois, c'est évident, d'un point de vue systémique, le rôle de l'État est important, est très important, surtout pour les grandes entreprises. On vient de le voir avec la claque que vient de se prendre Jack Ma, avec l'histoire de la compagnie d'assurance Ant. Bon. De l'autre côté, les gouvernements africains également, on s'est rendu compte que le rôle des gouvernements africains ne pouvait être qu'important dans la mesure où c'était eux qui commandaient, qui faisaient l'appel d'offres. Donc automatiquement, ils sont à l'œuvre, ils sont présents. Donc les rôles des gouvernements de ces trois gouvernements sera forcément comparable, différent, et on ne peut pas les comparer et, dirons-nous, espérer qu'ils soient forts, qu'ils puissent marcher la main dans la main, dans la mesure où il n'y a pas d'intérêt commun. Bon. Et surtout, si on est, d'autant plus qu'on risque de forcer les intérêts communs quand on veut assimiler à la fois des objectifs politiques et des objectifs économiques. Alors que pour cette analyse-là, il faut bien distinguer les approches économiques, les volontés économiques, des volontés ou des approches strictement politiques. Monsieur Rubel, Monsieur Si. Oui, rapidement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains sont confrontés à une offre très variée de coopération. Hein. Comme je l'ai montré dans les réponses aux appels d'offres sur le BRT, il y a des Turcs, il y a des Espagnols, il y a des Brésiliens à une époque. Et donc aujourd'hui, ils regardent l'offre chinoise qui est à part de celle des autres parce qu'elle vient avec effectivement des volets de financement et une diversité en termes de secteurs d'activité au sein des infrastructures, mais au-delà, dans tous les secteurs, qui fait qu'aujourd'hui, les États africains, en fait, sont très pragmatiques. Hein. Ils regardent ce qu'il y a de bon à prendre là où il y a à prendre, et avec des objectifs aujourd'hui primordiaux de développement de leur pays. Il y a un secteur privé africain qui est lui de plus en plus globalisé aussi et qui est connecté à la fois avec les Amériques, mais aussi avec l'Asie et la Chine en particulier. Et la technologie en particulier voilà, permet de fluidifier un peu tous ces échanges. Et, donc aujourd'hui, c'est un monde en perpétuel changement. Typiquement, quand on parle de projets chinois en Afrique, les Chinois appellent eux-mêmes de plus en plus des coopérations avec des tiers, hein, dans les outils de financement, je vais aller dans le détail, mais aussi parce qu'ils ont conscience que les entreprises chinoises elles-mêmes se concurrencent les unes les autres. Et que donc avoir des partenariats tiers avec des étrangers leur apporte un avantage compétitif contre d'autres Chinois aussi. Donc c'est toutes ces logiques qui sont diverses et variées, qui sont à l'œuvre, avec donc des modèles de coopération qui peuvent prendre différentes formes. Voilà. Merci. Monsieur Si, quelques... En effet, enfin, j'ajouterais même, comme je disais dans mon exposé, il y a vraiment eu un changement de paradigme. Et historiquement, dans la construction, en tout cas, les entreprises chinoises étaient vraiment perçues par les entreprises françaises, par des entreprises qui font de la non-qualité, qui ont du mal à respecter la qualité, qui respectent des délais, mais de façon un peu limite, qui n'étaient pas très respectées. Et maintenant, il y a eu un changement clair, hein, avec certains gros ouvrages qui ont été réalisés par des entreprises chinoises et de très bonne qualité. Et maintenant, les entreprises françaises les perçoivent comme des concurrents. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la forte compétition qu'on retrouve entre des entreprises chinoises. Et entre des entreprises chinoises qui sont elles-mêmes de très haut niveau. Et c'est ça qui est assez surprenant, parce que c'est une concurrence qui est maintenant ouverte, qui est sous le contrôle de l'État chinois, bien évidemment, mais qui est quand même beaucoup plus ouverte qu'il y a 5 ans en arrière et qui amène aussi du plus pour les Africains, qui leur permettent de mettre en compétition ces entreprises et d'en tirer le meilleur. Voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter.
Très bien, merci. Nous avons des questions qui nous viennent des auditeurs. Notre collègue Fola Chalet-Soulet, que nous connaissons, que nous avons déjà accueilli à Cary, qui a 2 questions donc, pour les intervenants, qui demande d'abord quelle est la part relative de ces coopérations franco-chinoises en termes d'entreprise dans les projets chinois en Afrique. Et une deuxième question en termes de visibilité. L'engagement de la Chine dans les infrastructures en Afrique participe beaucoup à la popularité de la Chine selon les enquêtes d'opinion réalisées par le Afrobaromètre. Comment expliquer que les acteurs gouvernementaux français ne publicisent pas davantage ces coopérations sino-françaises? Ne serait-ce pas à l'avantage des Français en termes de diplomatie publique et pour gagner en popularité? Je peux répondre? Oui, bien, allez-y. Oui, disons que c'est effectivement un des aspects que j'évoque depuis longtemps, c'est l'absence de narratif du côté français. Les Chinois ont un narratif qui permet de mettre en valeur les activités qu'ils ont entreprises, les réalisations qu'ils ont pu effectuer. Vous n'avez pas du tout du côté français, ni du côté des entreprises, ni du côté du gouvernement, la volonté d'avoir la même mise en scène et de la création d'un narratif. Et c'est ce qui fait que la visibilité de l'activité française est très faible. Le meilleur exemple, c'est le cas que j'ai cité à propos du port de Kribi, où l'entreprise chinoise a claironné que c'était elle qui construisait Kribi, etc., jusqu'au moment où Bolloré s'est dit il ne faut quand même pas pousser les choses trop loin, c'est nous qui sommes allés vous chercher. Donc, il y a bien un manque de publicité qui est fait. Alors, quant à savoir quelle est la proportion des coopérations, ça, c'est effectivement quelque chose qui est à peu près impossible à évaluer dans la mesure où elles ne sont pas connues. Merci. Donc, je ne sais pas si M. Si et Rubel veulent rajouter quelque chose, mais j'ai d'autres questions très intéressantes qui viennent, donc peut-être, à moins que vous n'ayez quelques… Michel Noukam nous demande, donc, pour Jérémy Rubel et Amadou-Sy, qu'en est-il de la main-d'œuvre? Les entreprises chinoises créent-elles effectivement des emplois en Afrique dans le cadre de leurs projets? Il y a quelques années, la main-d'œuvre venait en majorité de la Chine, mais ça a peut-être changé entre-temps. Bon, ça dépend un peu de la nature des projets, en réalité, du niveau de technicité. Moi, j'ai travaillé dans le passé avec la filiale Pipeline de la CNPC, qui me disait que je serais très content sur leur projet de trouver des soudeurs qualifiés pour assembler les pipelines sur place, et donc n'était pas encore allé jusqu'à ce que font certaines entreprises occidentales, qui est même de former localement, parce qu'ils n'ont pas ce savoir-faire en réalité. Mais clairement, un autre exemple avec eux également, c'était sur le Gabon, c'était pour construire des lignes haute tension. Et ils me disaient, on ne va pas faire venir des Chinois pour faire des trous et mettre les poteaux, typiquement. On va faire venir les experts en charge des systèmes électriques complexes. Donc, mais ça va dépendre des projets, de la source du financement, du niveau de qualité, des forces respectives de chacun des EPC. Mais ça change et c'est bien loin, en tout cas, des a priori qu'on peut avoir sur le sujet, je pense. Oui, je pense que historiquement c'était une affirmation qui était réelle. Moi, j'ai travaillé sur des chantiers où effectivement énormément de travailleurs venaient de Chine. Ensuite, ça dépend de plusieurs paramètres. Déjà, la complexité des travaux à mener, la complexité du projet et également le pays dans lequel en fait ces travaux vont être réalisés, le coût de la main-d'œuvre dans ce pays et la disponibilité de la main-d'œuvre dans ce pays. Alors, j'ai des cas de figure assez clairs. Il y a le cas de figure de l'Algérie où la main-d'œuvre est plus chère qu'en Chine. Et du coup, là, ça revenait moins cher de faire venir des ouvriers chinois, malheureusement, au détriment d'Algériens. Idem au Congo, ce qui est par exemple moins le cas au Sénégal, où les entreprises chinoises qui ont réalisé des travaux ont utilisé des ouvriers, des contremaîtres, des conducteurs d'engins sénégalais, puisque le prix est plus abordable. Donc, c'est vraiment, on rentre maintenant dans une logique de compétition internationale sur la même base que toute autre entreprise internationale qui vient, contrairement à, comme je le disais encore, il y a 10 ans en arrière, où effectivement, là, on avait majoritairement des ouvriers chinois sur les sites. Et les salaires en Chine ont beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Donc, il y a le coût de chaque pays africain surtout relativement au coût du pays, des salaires en Chine. Et donc, avec un Chinois en expatriation pour faire des trous, ça ne le fait plus. Justement, une question liée, d'une certaine manière, liée plus ou moins. Disons, Lucille Baz qui demande qu'en est-il de la compétitivité prix? Le coût des infrastructures chinoises a-t-il augmenté avec la progression de leur niveau technologique? Et on pourrait aussi, du coup,
penser à l'augmentation donc du salaire et du niveau de vie en Chine par la même occasion. Moi, je dirais que la technologie, comparée au coût d'un projet qui est mal planifié, en fait, n'est pas annexe, mais donc, il y a notamment ce projet d'Addis Abeba, qui est un peu justement un cas de référence des grands projets d'infrastructure de transport public chinois en Afrique, où il y a beaucoup de béton dedans. Ouais, ça coûte cher, le béton. Quand on parle de haute technologie, ça peut, voilà, c'est des technologies qui sont peut-être relativement plus chères que les basses technologies, mais dans le coût total d'un projet, c'est pas forcément ce qui coûtera plus cher. Enfin, Amadou. Non, l'écart diminue fortement à partir du moment où on donne un cadre précis. Plus le cadre est précis et défini de manière claire avec un standard identique pour tout le monde, plus l'écart est faible. Et on le voit sur le BRT où il n'y a que 5% d'écart avec le deuxième, qui est un consortium français. J'ai une question aussi un peu différente de Ulrike Schurkens qui demande est-ce qu'il y a des managers qui s'occupent des difficultés interculturelles sur de tels projets? Oui, oui, bien évidemment, il y en a. Alors, la structure des entreprises chinoises est parfois particulière. Le top management, parfois le top management a la double culture, donc forcément la langue française, etc., mais pas tout le temps. Donc, ils vont être accompagnés souvent de traductrices et de traducteurs qui vont, eux, assurer le lien culturel. Après, les difficultés culturelles existent forcément, mais on a aussi de plus en plus de cadres africains formés en Chine, très bien formés en Chine, qui eux aussi arrivent à faire carrière dans des entreprises chinoises. C'est de plus en plus le cas. Malheureusement, bon, on n'a plus énormément de temps, mais j'ai quand même encore peut-être une ou deux questions. Alors, et puis on va prendre un dernier peut-être tour de questions et puis de terminer. Nous avons des questions de... la question est un petit peu longue, alors malheureusement. Mais bon, parlons de gains technologiques. Voilà, donc Monsieur Si, Milan Hardy demande, vous dites que les entreprises chinoises apportent un gain technologique. Pouvez-vous préciser ce que cela signifie pour les gouvernements africains qui les choisissent? Cela signifie-t-il qu'il y a transfert technologique? Et y avait-il transfert technologique pour les projets mis en œuvre uniquement par les entreprises occidentales? Pour Monsieur Rubel, la Chine est effectivement très en avance dans les questions de la mobilité électrique et du numérique. Y a-t-il aussi dans les contrats une demande du côté africain pour le transfert de technologie et de savoir-faire? Et enfin, une dernière question donc, pour le professeur Perrault. Est-ce que les ambassades françaises n'agissent que dans le cadre de l'AFD ou bien y a-t-il d'autres canaux d'influence du type de ce que fait la Chine en Afrique? Voilà. Malheureusement, ça va devoir être les dernières questions pour tout le monde, mais voilà, allez-y. Ouais, je vais répondre à la question sur le transfert de technologie, mais assez rapidement. C'est une question un peu complexe, puisque ça requiert aussi de la politique de l'État, hein, qui doit aussi favoriser le transfert de technologie dans le cadrage de ces politiques de développement d'infrastructures, avec la possibilité d'imposer le fait de devoir construire une usine sur place, de devoir faire de la maintenance sur place. Mais naturellement, il y a un transfert de technologie qui se fait à partir du moment où on part sur des projets à forte technologie, comme par exemple le projet du BRT avec la possibilité de faire un BRT électrique. Demain, on va faire un BRT électrique à Dakar. Nécessairement, il y aura un pôle de maintenance électrique à Dakar qui va forcément amener de la formation de gens compétents pour pouvoir maintenir des bus électriques à Dakar. Qui dit des gens qui vont maintenir des bus électriques, des gens capables demain de maintenir des véhicules électriques. Et on commence à créer un cluster sur de l'électrique, par exemple, sur le cas de Dakar. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est fortement lié, bien évidemment, à des politiques d'État qui vont faciliter ce transfert de technologie. Historiquement, il y avait du transfert de technologie, mais qui était beaucoup plus faible, je dirais. L'arrivée d'entreprises chinoises qui ont amené de la compétition, qui ont amené une compétition plus féroce, a rendu ce transfert, et aussi côté africain, je dirais une prise de conscience de la nécessité d'avoir un transfert de technologie, a amené beaucoup plus de compétition, a amené un transfert de technologie plus conséquent. Voilà. Marie, est-ce que vous pouvez répéter juste la question que vous m'étiez adressée? Parce que du coup, j'ai aussi réfléchi à la question de mes deux comparses. Votre micro est off, Marie. Excusez-moi. Oui, donc la Chine est en avance dans les questions de mobilité électrique et numérique. Y a-t-il dans les contrats une demande du côté africain pour du transfert de technologie et de savoir-faire?
Oui, donc c'est un petit peu lié aussi à la question d'Amadou, c'est pour ça que j'avais un peu associé les deux. En fait, aujourd'hui, non, il n'y a pas réellement de demande dans les contrats. C'est un différenciant que la France, et notamment à travers les projets de l'AFD, parce que l'AFD finance aussi des grands projets d'infra comme les BRT, typiquement à Addis Abeba. Hein. Et donc, c'est des choses comme la RSE, comme justement l'appropriation locale, qui est vraiment très important. Les Chinois ne le font pas. Justement, encore une fois, le projet d'Addis Abeba, c'est Shenzhen Metro qui est l'opérateur qui doivent partir. Le contrat est prolongé parce qu'ils n'ont pas formé localement les gens pour prendre le projet par la suite. Et donc, aujourd'hui, les transferts de technologie, peu de pays africains ont des stratégies, par exemple, d'offset, technologie liée au contrat militaire. Peu ont l'écosystème, surtout académique, qui permet d'absorber en fait ces transferts. Et donc, aujourd'hui, les entreprises occidentales elles le font un petit peu, comme j'ai dans le pétrole, par exemple, ils forment des experts ingénieurs, mais globalement, pas assez dans le cadre des projets chinois. Mais c'est des choses qui peuvent être accompagnées par d'autres acteurs en marge de projets chinois, typiquement aussi. Merci. Professeur Perrault? Oui, alors pour répondre à cette question, l'AFD n'est pas le canal par lequel passent les ambassades. Hein. Ce sont en fait deux canaux différents qui peuvent travailler ensemble. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle pose le problème du rôle des ambassades chinoises par rapport aux ambassades françaises. Ce à quoi on assiste dans les ambassades chinoises, c'est que généralement, vous avez deux têtes. Vous avez l'ambassadeur, proprement parler, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, et le plus souvent un ministre conseiller, qui arrive dans l'ordre protocolaire au deuxième rang, qui dépend du MOFCOM, du ministère du Commerce. Alors, ces deux personnages, ils ne travaillent pas forcément la main dans la main. Ils sont même parfois en opposition. Mais le fait qu'ils soient tous les deux là, présents, ça donne une autre dimension à la présence chinoise et une dimension que n'a pas la présence française dans son ambassade, qui est une ambassade d'abord politique, même si elle peut soutenir des activités économiques. Tandis que l'ambassade chinoise, selon les périodes, c'est en fait le ministre conseiller qui va avoir le pas pratiquement, donc en fait, sur l'ambassadeur, et à ce moment-là, ça sera vraiment un outil économique. Donc, si vous voulez, cette opposition dans les rôles des ambassades montre effectivement ce que nous avions évoqué tout à l'heure, et explique en partie la sous-représentation ou l'invisibilité de l'action française quand elle existe dans les pays africains. Alors, je compléterai ça donc, par rapport au fait que les ambassades françaises, donc il y a l'AFD qui vit sa vie un petit peu de son côté, mais quand même qui échange avec l'ambassade de France. Il y a aussi la direction du Trésor, surtout, qui eux sont très actifs. Ils ont des financements et des outils français de financement, de subventions qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros pour financer des études, voire des prototypes sur des projets en Afrique liés à des innovations vertes, par exemple. Et il y a d'autres. Et ensuite, il y a l'écosystème qu'une ambassade peut être amenée à articuler avec d'autres entités comme Business France, qui est l'agence de promotion du commerce français à l'international, voire le MEDEF, l'association des entreprises, qui mène des missions de coopération sur le terrain et tout ça. Alors qu'en Chine, ça, c'est plutôt géré typiquement par les provinces de Chine qui tirent avec elles dans des missions comme ça d'expérimentation. Mais voilà, c'est un peu de nature différente l'activité, mais voilà, il y a quand même une action française qui est faite pour la promotion. Voilà, d'objectifs universels, à la fois des objectifs liés aux intérêts des entreprises françaises, évidemment. Il y a les deux. Je me permettrai juste d'ajouter sur ce point, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence fondamentale d'approche sur l'aide liée entre la Chine typiquement et la France. C'est le cas également aussi avec la Turquie ou même les États-Unis, hein, qui disposent tous deux d'Exim Bank et la France ne dispose pas d'Exim Bank. C'est vraiment une question d'approche, de philosophie de l'aide liée et qui crée aussi cette divergence de fonctionnement entre les deux pays. Merci beaucoup. Malheureusement, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que professeur Broughtigam aimerait dire quelques mots et je reprendrai ensuite la parole simplement pour quelques petits derniers détails. Professeur Broughtigam? Merci, Marie. Voilà. Et merci à tous. C'était très, très, très intéressant. Merci. Marie, à vous. Merci. Merci, Déborah.
Simplement, je vais poster dans le chat les liens vers nos médias sociaux. N'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez. Nous espérons vous revoir virtuellement ou en personne pour nos événements à venir. Et pour les personnes qui avaient des questions et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'adresser, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je posterai aussi mon adresse email et nous pouvons les faire passer aux intervenants au besoin. Voilà. Merci à tous. Bonne journée et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.